La Center, l'ombre du passé, un jeu de pouvoir et de rédemption. Attention, amateur de drame et de seconde chance. Et avant de nous plonger dans cette histoire qui vous laissera sans souffle, je vous demande une faveur. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et laissez-nous votre commentaire sur ce que vous en pensez. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu incroyable. Un début percutant. C'était un homme qui avait tout, une fortune de 9 chiffres, un penthouse avec vue sur la grande via de Madrid et une femme magnifique, beaucoup plus jeune, pendue à son bras. Ce soir, Ricardo Montalbán célébrait une autre acquisition réussie. Il avait choisi le Phoenix, un restaurant si exclusif qu'on semblait dîner dans une voûte d'argent ancien. Mais alors qu'il scannait la salle, un fantôme de son passé apparut. Son ex-épouse, Isabelle, la femme qu'il avait écartée pour un modèle plus récent, était assise à la meilleure table et l'homme avec qui elle riait n'était rien de moins qu'Alejandro Soler, le titan de la technologie, le seul homme de la ville dont le pouvoir pouvait éclipser le sien. En cet instant, le monde de Ricardo vacilla sur son axe. Le chasseur venait de devenir la proie, le camp ou la scène du drame. La Maybach, avec chauffeur, s'arrêta silencieusement, devant l'entrée discrètement marquée du Phoenix. Le portier, une figure stoïque nommée Alberto, qui avait gardé ce portail de l'élite pendant 2 décennies, se déplaça avec une grâce exercée pour ouvrir la porte. Ricardo Montalbán, un nom synonyme de développement immobilier impitoyable et du vieil argent de Madrid, émergea le premier. C'était un homme sculpté par l'ambition. Son costume était une création sur mesure d'un tailleur de la rue Serrano, dont le nom ne se murmurait qu'entre les vraiment riches. À 52 ans, il possédait une confiance léonine. Ses cheveux sombres avec des mèches argentées et ses yeux bleus perçants projetait une aura de contrôle absolu. Il se tourna et tendit une main à sa compagne. Sofía Durán, une femme dont la beauté était aussi percutante que méticuleusement entretenue, la prit. Elle avait 26 ans, une ancienne assistante de galerie d'art qui ne gérait plus qu'une collection pour le plaisir visuel de Ricardo. Sa robe, un fourreau brillant de soie cramoisie, se serrait sur une silhouette sculptée par des entraîneurs personnels et un régime de jus vert et de champagne. Son rire léger et cristallin était un autre de ses atouts soigneusement cultivés. « Oh, Ricky, c'est divin !» s'exclama-t-elle avec les yeux grands ouverts, alors qu'elle observait l'intérieur opulent du restaurant. Le Phoenix était moins un espace public pour dîner et plus un club privé pour les dieux des finances et de l'industrie. Les murs étaient revêtus d'acajou sombre et lustrés, ornés de peintures à l'huile, originales de maîtres espagnols. Chaque table était une île d'intimité baignée par l'éclat doux et flatteur d'un lustre en cristal qui laissait couler des diamants de lumière depuis le plafond à caissons. L'air bourdonnait du doux murmure du pouvoir, du cliquetis de la coutellerie lourde sur la porcelaine fine et du subtil arôme de parfums chers et de vin encore plus cher. « Seulement le meilleur pour toi, ma chère », dit Ricardo avec la main possessivement sur le bas de son dos. Il navigua dans la salle avec l'assurance d'un homme qui la possédait, ce qui, dans un sens métaphorique, était vrai. Il avait négocié l'accord qui sauva ce bâtiment, même de la démolition, il y a une décennie, un fait qu'il ne se lassait jamais de raconter. Il hocha la tête brusquement à un magnat bancaire ici. Il offrit un sourire tendu à un magnat maritime là-bas. C'étaient ses pairs, ses rivaux, les membres de la cage dorée qu'il avait si magistralement construite autour de lui. Le maître d'hôtel, un élégant homme italien nommé Marco, avec les yeux perspicaces d'un faucon, s'approcha d'eux avec une révérence déférente. « Seigneur Montalbán, un plaisir comme toujours.
Votre table habituelle est prête. Merci, Marco. Et une bouteille du Vega Sicilia Unico du 96 pour commencer. Ricardo n'avait pas besoin de voir une carte des vins. Il connaissait son contenu mieux que les anniversaires de ses propres enfants. Ils furent conduits dans un coin à l'écart, un box tapissé de velours luxueux de la couleur d'un ciel de minuit. La main de Sophia se serra sur son bras. « Tout le monde nous regarde », chuchota-t-elle avec un frisson dans la voix. « Qu'ils regardent », répondit Ricardo avec un sourire moqueur sur les lèvres. Il appréciait l'envie. C'était une monnaie aussi précieuse que les actions de son portefeuille. Il était Ricardo Montalban, et c'était son royaume. Sophie Anna, avec sa jeunesse et sa beauté impeccable, était simplement le dernier joyau de sa couronne, un témoignage de sa virilité et de son pouvoir durable. Il pensa avec une pointe fugace et méprisante à Isabelle, son ex-épouse, la mère de ses 2 enfants déjà adultes, Elena et Javier, le fantôme du passé. Isabelle, qui avait été là avant les milliards, avant que la tour Montalban ne griffe l'horizon de Madrid. Elle avait été sa compagne dans le sens le plus vrai du mot. Son intelligence tranquille et sa foi inébranlable en lui ayant été un échafaudage crucial durant ses ascensions précaires initiales par l'échelle du succès. Mais, à mesure que son empire grandissait, ses appétits faisaient de même. Isabelle, avec ses chaussures confortables, son amour pour le jardinage et sa nature aimable et modeste, avait commencé à se sentir inadéquate. Elle était un fauteuil confortable dans une vie qui exigeait désormais un trône. Leur divorce avait été une affaire brutale et prolongée, un chef-d'œuvre de la guerre légale. Il avait été généreux, bien sûr, de la manière dont un roi pourrait jeter une pièce à un mendiant. Il lui avait donné le vaste domaine dans la campagne de Tolède, une belle prison qu'il ne désirait plus habiter, et un accord qui lui assurerait qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour l'argent. Mais il lui avait enlevé sa dignité. Son aventure avec une série de femmes plus jeunes, qui culmina dans sa relation très publique avec Sophia, avait été un acte délibéré de cruauté, un message au monde et à Isabelle elle-même qu'elle n'était plus pertinente. Il avait espéré qu'elle s'effondrerait, qu'elle se retirerait dans une vie tranquille d'obscurité suburbaine, une tragique note de bas de page dans sa glorieuse biographie, et pendant un temps, il sembla qu'il en fût ainsi. La première année après le divorce avait été marquée par le silence. Ses enfants rapportaient qu'elle allait bien, un mot si insipide qu'il confirma ses suppositions. Probablement qu'elle soignait son esprit aussi taillé et contenu que ses chères Hortensia. Le sommelier arriva avec le Vega Sicilia, présentant la bouteille comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Le rituel de la dégustation. Le mouvement du liquide de couleur grenat profond dans la coupe de cristal, l'arôme enivrant de truffes noires et de prunes mûres, ramena Ricardo au présent. Il prit une gorgée, la texture veloutée du vin couvrant sa langue. C'était parfait. Tout dans sa vie était parfait. « Pour nous », dit-il en levant son verre vers Sophia. « Pour nous », répéta-t-elle, ses yeux reflétant la lumière des bougies. C'était une compagne parfaite, belle et sans complications. Elle ne le défiait pas. Elle ne connaissait pas l'homme qu'il avait été, seulement le monument qu'il était devenu. Elle ne voyait pas les fissures dans le marbre. Il se recula dans le velours luxueux, le vin réchauffant ses veines. Il se sentait invincible. Un empereur moderne dans son Colisée choisi, il était sur le point de régaler Sophia avec l'histoire de sa dernière conquête corporative. Une acquisition hostile qui avait laissé un rival en pleurs quand son regard dériva dans la salle. C'était un scan décontracté et possessif,
le regard d'un roi qui examine ses sujets. Et alors il la vit. Ce fut comme une faille dans la matrice, une note discordante dans une symphonie parfaitement composée. À la table la plus convoitée du restaurant, celle qui était dans un coin discret, avec une vue panoramique des lumières de la ville, se trouvait Isabelle. Mais ce n'était pas l'Isabelle dont il se souvenait. La femme qu'il vit n'était pas la figure soumise et au cœur brisé qu'il avait peinte dans son esprit. Cette Isabelle était radiante. Ses cheveux châtains souris, qu'elle avait toujours portés dans une coupe pratique à la hauteur. Hauteur des épaules était maintenant une cascade de riches ondes blondes miel qui encadraient son visage avec un style doux et glamour. Elle portait une robe couleur saphir, une robe de soie simple mais élégante qui brillait sous les lumières douces, montrant une figure plus svelte et définie que ce qu'il se rappelait. Son seul bijou était une paire de délicates boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière quand elle riait. Et ce fut le rire qui le laissa réellement stupéfait. Ce n'était pas le rire poli et contenu auquel il était habitué. C'était un éclat de rire authentique et désinhibé de joie, un son qui remplissait l'espace autour d'elle avec chaleur et vitalité. Elle avait la tête inclinée en arrière, ses yeux brillants d'amusement. Elle paraissait vibrante, confiante et absolument, dévastateurement belle. Une beauté qu'il avait oubliée ou que peut-être il n'avait jamais réellement vue. Le choc fut un coup physique qui lui ôta le souffle. Le Vega Sicilia dans sa main se sentit soudain comme du plomb. Son monde méticuleusement construit pour la première fois en beaucoup de temps se sentit instable. C'était comme si un personnage d'un chapitre oublié de sa vie était entré sur la mauvaise scène, avec le mauvais costume et disant les mauvaises répliques. « Ricky, qu'est-ce qui se passe? » La voix de Sophia, généralement un baume apaisant, était maintenant un bourdonnement irritant dans son oreille. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« En quelque sorte, oui, » murmura-t-il, ses yeux encore fixés sur la table de son ex-épouse. Mais ce n'était pas seulement la transformation d'Isabelle qui le tenait captif. C'était l'homme avec qui elle était. C'était un homme que Ricardo connaissait, non seulement par réputation, mais à vue. Alejandro Soler, le PDG d'Aura, la firme technologique révolutionnaire qui changeait la face de l'intelligence artificielle. Soler était l'argent neuf, le prodige de Silicon Valley qui avait fait irruption à Madrid et était maintenant un acteur important dans le propre monde de Ricardo. Il était plus jeune que Ricardo, à la fin des années 40, avec un visage affûté et intelligent, une constitution athlétique qui parlait de matinées disciplinées au gymnase et un air de tranquille intensité que beaucoup trouvaient intimidant. Ricardo l'avait écarté comme un geek, un programmeur qui avait eu de la chance, mais il ne pouvait nier le pouvoir de l'homme. Les actions d'Aura s'envolaient, et l'influence de Soler s'étendait comme une traînée de poudre par les cercles financiers et sociaux de la ville. Il était le futur, un futur que Ricardo, avec son empire immobilier du vieux monde, commençait à sentir menacé. Et cet homme, ce titan de la nouvelle ère, se penchait près d'Isabelle, son expression de totale attention. Non seulement il dînait avec elle, il était captivé par elle. Il écoutait pendant qu'elle parlait. Ses yeux n'abandonnaient jamais son visage. Il riait de ses blagues. Il étendit la main sur la table et brièvement, doucement, lui toucha la main. Ce fut un geste d'une intimité si facile qu'il envoya une lance de jalousie pure et sans mélange à travers le cœur de Ricardo. Le récit qu'il avait élaboré si soigneusement pour lui-même commença à s'effondrer. Isabelle, l'épouse écartée, la relique de son passé. Elle n'était pas supposée être ici au cœur de son royaume,
ressemblant à une déesse, et dînait avec un homme qui représentait tout ce qui était une menace pour sa domination. Elle était supposée être à Tolède à soigner ses roses, regrettant sa perte. « Est-ce que c'est Isabelle ?» demanda Sophia, sa voix teintée d'un mélange de curiosité et d'une naissante suspicion féline. Elle avait vu des photos, bien sûr, mais la femme des photos était une pâle ombre de la créature de l'autre côté de la salle. « Oui, » dit Ricardo d'une voix tendue. « Elle a l'air différente, » observa Sophia, son ton soigneusement neutre. « Oui, » répéta-t-il, le mot comme une pierre dans sa gorge. Il observa comment Alejandro Soler faisait un signal au serveur. Les deux partageaient une bouteille de vin, mais ce n'était pas une étiquette voyante et ostentatoire comme son Vega Sicilia. C'était un choix plus subtil et sophistiqué, un Bourgogne qui parlait du palais d'un connaisseur, pas de l'ego d'un exhibitionniste. Toute la scène était une classe de maîtres d'élégance et de pouvoir discret, un contraste marqué avec la consommation ostentatoire dans laquelle il était immergé avec Sophia. Soudain, son propre box lui parut pompeux. La robe cramoisie de Sophia semblait trop bruyante, son rire trop strident. Le Vega Sicilia, qui il y a quelques instants avait un goût de victoire, avait maintenant un goût de cendre. Il sentit une urgence désespérée et prit mal de réaffirmer sa domination, de s'approcher de cette table et de leur rappeler à Isabelle et à ce prétendant Soler qui il était. Il voulait voir la lumière dans ses yeux faiblir, voir ce sourire assuré vaciller. Il voulait récupérer son pouvoir, mais il était paralysé. Pour la première fois dans sa vie adulte, Ricardo Montalban ne savait pas quoi faire. Le fantôme à la fête n'était pas seulement son ex-épouse, c'était le fantôme d'une vie qu'il avait jetée par-dessus bord, une femme qu'il avait sous-estimée et un futur qui soudainement était effrayamment incertain. Le chasseur qui examinait son domaine se rendit soudain compte qu'il n'était pas le seul prédateur dans la jungle, et la proie qu'il croyait avoir laissée pour morte était maintenant en train de dîner avec un lion. Le vaste et opulent espace du phénix se sentit soudain claustrophobique, l'air dense de tension tacite. Ricardo se trouva incapable de détourner le regard de la table d'Isabelle. Chaque rire qu'elle partageait avec Alejandro Soler, chaque regard partagé était un nouveau tourment. Il disséqua leur langage corporel avec la concentration obsessive d'un général qui étudie les mouvements de l'ennemi. La façon dont Alejandro s'inclinait quand elle parlait, la grâce avec laquelle elle lui remplissait le verre d'eau, le silence confortable qui se produisait entre eux, tout pointait vers un niveau d'intimité qui fit qu'un froid effroi s'infiltra dans les os de Ricardo. « Ricky, est-ce que tu m'écoutes ?» La voix de Sophia, aiguë et avec une pointe d'impatience, brisa finalement sa transe. Il se tourna vers elle, son expression encore nuageuse. « Quoi? Je te parlais du gala de charité, celui qu'organise Cassandra. J'ai besoin d'une nouvelle robe, quelque chose de spectaculaire. » Et ces mots étaient un bourdonnement sans sens, les préoccupations d'un monde qui avait cessé d'importer dans les 10 dernières minutes. « Bien, prends ce que tu veux, » dit-il avec dédain, ses yeux retournant déjà à la salle. Les sourcils parfaitement sculptés de Sophia se froncèrent. « Ricky, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as regardé par là toute la nuit. C'est mal poli. Les gens s'en rendent compte. Je m'en fiche de ce que pensent les gens. » Il lança les mots sortant plus durs qu'il ne prétendait. « Tu te soucies toujours de ce que pensent les gens, » répliqua-t-elle avec un éclair de défi dans ses yeux. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Ton ex-épouse. » « Cela n'a rien à voir avec elle, » mentit-il, la fausseté se sentant maladroite et transparente même pour lui-même. Il prit une grande gorgée du Vega Sicilia, espérant que le vin cher puisse d'une certaine manière
laver le goût amer de la jalousie. Ce ne fut pas le cas. La nuit qui avait commencé avec tant de promesses se transforma en une épreuve tendue et silencieuse. Ricardo picora sa nourriture, une solde d'ouvre magnifiquement préparée, qui aurait bien pu être du carton, alors que Sofia tombait dans un silence sombre, son téléphone tenu comme un bouclier. L'atmosphère à leur table était glaciale, un contraste marqué avec la chaleur et la cordialité qui émanaient du coin. Là, Ricardo sentit une colère irrationnelle croissante. Comment osait-elle être heureuse? Comment osait-elle continuer, non seulement vers une nouvelle vie, mais vers une meilleure? C'était une trahison au récit qu'il avait écrit pour elle. Pour eux. Elle était supposée être la figure tragique, celle qui restait derrière. Son bonheur se sentait comme une insulte personnelle, un jugement sur ses choix. Comme s'il sentait son agitation, Marco, le maître d'hôtel, se matérialisa à ses côtés. « Est-ce que tout est à votre satisfaction, Seigneur Montalban ?» demanda sa voix, un murmure bas et discret. « Tout va bien, Marco, » dit Ricardo entre ses dents. Mais alors une pensée froide et calculatrice glissa dans son esprit. « Marco, qui est ce cavalier avec Madame Montalban? » Il utilisa son ancien nom délibérément, une petite affirmation de son ancien droit sur elle. Marco, l'âme de la discrétion, ne cilla pas. « C'est Monsieur Alejandro Soler, Seigneur Dora. »« Je sais qui il est, » dit Ricardo avec impatience. « Ce sont des clients réguliers. Monsieur Soler dîne avec nous occasionnellement. La dame... » Ah, la dame a été avec lui plusieurs fois ces derniers mois. Plusieurs mois. Les mots frappèrent un Ricardo avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas un premier rendez-vous, c'était une relation réelle et établie qui s'était développée juste sous son nez au cœur de sa propre ville. Les murs soigneusement construits de son autoconfiance commencèrent à s'écrouler. Le moment inévitable arriva. Isabelle et Alejandro Soler avaient terminé leur repas. Pendant que Soler payait l'addition, Isabelle se leva de son siège, ses mouvements fluides et gracieux. Elle lissa sa robe saphir et dirigea son regard pour la première fois cette nuit-là à travers la salle. Et alors ses yeux rencontrèrent ceux de Ricardo. Pour un instant, le monde s'arrêta. Le bruit ambiant du restaurant s'évanouit dans un rugissement sourd. Il vit un éclat de surprise dans ses yeux, un bref moment de reconnaissance sans garde. Mais il fut rapidement remplacé par autre chose, une composture froide et illisible. Il n'y avait pas de douleur, ni de colère, ni d'affection persistante. Il n'y avait rien. C'était la neutralité tranquille et polie que l'on pourrait offrir à une connaissance lointaine. Et cela, plus que n'importe quel éclat ou accusation, fut ce qui réellement le détruisit. Elle lui donna un petit, presque imperceptible hochement de tête, un geste de reconnaissance froid avant de retourner son attention à Alejandro, qui était maintenant debout à ses côtés. Il lui plaça une main légère sur le dos, un geste protecteur et possessif, et commença à la guider vers la sortie. Leur chemin les mènerait directement par la table de Ricardo. L'air crépitait d'anticipation. Le cœur de Ricardo lui martelait les côtes. Il sentit un besoin primal de dire quelque chose, de faire quelque chose, de briser sa composture et de forcer une réaction. Sofia, sentant l'imminente collision, s'assit droite, avec les yeux grands ouverts, une spectatrice dans un drame qu'elle commençait à peine à comprendre. Alors qu'il s'approchait du box, Alejandro Soler s'arrêta, tourna la tête et regarda directement Ricardo, son expression tranquille et sereine. « Montalban »
dit sa voix uniforme et dépourvue de toute émotion discernable. C'était une simple reconnaissance, mais elle portait le poids d'un gant jeté. Ricardo, surpris par le traitement direct, put seulement réussir un brusque hochement de tête en retour. Isabelle, le regard d'Isabelle, suivit celui d'Alejandro. Elle regarda Ricardo, puis ses yeux clignèrent pendant une fraction de seconde vers Sophia, observant la robe cramoisie, le visage juvénile, tout le tableau de sa nouvelle vie. Un fantôme d'un sourire énigmatique et légèrement amusé toucha ses lèvres. « Ricardo », dit sa voix aussi douce et froide que le marbre poli. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom en plus de 2 ans. Le son de son nom sur ses lèvres était à la fois étrange et douloureusement familier. Puis elle se retourna et s'éloigna avec la tête haute, laissant une trace de parfum cher et de suppositions détruites à son passage. Alejandro Soler donna à Ricardo un dernier regard long, un regard qui était à la fois un défi et un mépris avant de la suivre. Ricardo resta immobile dans son box, les restes de sa solde d'ouvre coagulant dans l'assiette devant lui. Le roi était toujours dans son château, mais ses murs avaient été violés. Il regarda Sophia, mais vit seulement une pâle imitation de la femme qui venait de sortir de sa vie pour la seconde fois. « Eh bien, » dit Sophia, brisant le pesant silence, sa voix dégoulinant d'un sarcasme fraîchement découvert. C'était éducatif. Ricardo ne répondit pas. Il regardait la porte par laquelle Isabelle et Alejandro avaient disparu, une pensée froide et terrifiante se solidifiant dans son esprit. Non seulement il avait perdu une épouse, il avait perdu une guerre qu'il ne savait même pas qu'il menait. Et dans le monde de Ricardo Montalban, perdre n'était pas une option. Le choc était maintenant en train de s'endurcir en quelque chose de beaucoup plus dangereux, un besoin brûlant et obsessif de rétribution. La vengeance du roi déchu. Le voyage de retour au penthouse de Ricardo fut une étude de silence glacial. L'opulent intérieur de la Maybach, généralement un cocon de confort et de luxe, se sentait comme une tombe. Sophia regardait par la fenêtre les lumières brillantes et indifférentes de la ville, alors que Ricardo revivait la scène au restaurant encore et encore dans son esprit, chaque fois ajoutant une nouvelle couche d'humiliation et de rage. La froide composture d'Isabelle, le comportement assuré de Soler, l'intimité sans effort entre eux. Tout était un affront personnel, une performance soigneusement orchestrée, conçue pour se moquer de lui. Il entra furieux dans le penthouse, enleva sa veste et la jeta sur une chaise ridiculement chère. L'appartement, un duplex étendu avec des vues panoramiques sur le parc du Retiro, était son sanctuaire, un monument à son succès. Mais cette nuit, il se sentait vide. Les vastes espaces vides faisaient écho à son propre vide intérieur. « J'ai besoin d'un verre », annonça-t-il à personne en particulier en se dirigeant vers le bar avec comptoir de marbre. Il ignora les cognacs vieux et les whiskies de Malte. À la place, il prit une bouteille de vodka. Il servit une mesure généreuse dans un verre de cristal, se passant de la cérémonie de la glace ou du mélangeur, et le but d'un seul trait brûlant. Sophia l'observa depuis le seuil avec les bras croisés sur la poitrine. La femme boudeuse et pétulante du restaurant avait été remplacée par quelqu'un avec un bord plus dur et calculateur. « Alors, tu vas me dire de quoi il s'agissait ?» demanda sa voix aiguë. « Ou tu vas simplement t'enivrer jusqu'à la stupeur ?» « Ce n'était rien, » grogna Ricardo se servant un autre verre. « Une rencontre fortuite ne signifie rien. »« Cela ne paraissait pas rien, Ricky, » répliqua-t-elle s'avançant plus dans la pièce. « La façon dont tu l'as regardé. Je ne t'ai jamais vu me regarder ainsi. » L'accusation resta dans l'air, aiguë et indéniable. « Tu me regardes comme si j'étais un prix.
Tu l'as regardée, elle, comme si elle était celle qui t'a échappé. Ne sois pas ridicule, se moqua-t-il. Mais les mots manquaient de conviction. L'observation de Sophia était trop proche de la vérité, et elle continua sa voix s'élevant. Alejandro Soler, la seule personne dans cette ville qui ne semble pas t'intimider. Elle t'a quitté et t'est avec lui. C'est ce qui te ronge réellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de ton ego. C'est à propos de lui. Ces mots furent une gifle, une vérité brutale et non désirée. Il se tourna avec les yeux enflammés. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais rien de ma vie, de mon mariage. Je sais ce que je vois. La voix de Sophia était maintenant un cri furieux. Je vois un homme qui pensait qu'il avait tout, qui pensait qu'il pouvait écarter une femme comme un vieux costume et maintenant est en train d'avoir un effondrement total parce qu'elle a osé trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Le mot « meilleur » fut un dard empoisonné. « Dehors », dit Ricardo. Sa voix basse et dangereuse. « Qu'est-ce que j'ai dit? Dehors !» rugit-il, signalant avec un doigt tremblant vers la porte. « Retourne à ton petit appartement que je paye avec les vêtements que je t'ai achetés et laisse-moi en paix. » Des larmes de rage et d'humiliation jaillirent dans les yeux de Sophia. Elle le regarda fixement durant un long moment. Son beau visage une masque de furie. « Sais-tu quoi, Ricardo? Pour la première fois réellement, je ressens de la pitié pour elle. Elle s'est échappée. Moi, je suis seulement en train de vivre dans la prison de laquelle elle s'est libérée. » Avec cela, elle se tourna, prit son sac du comptoir et sortit furieuse, fermant la porte derrière elle, avec un fracas résonnant qui sembla secouer tout le penthouse. Seul dans la caverneuse pièce, Ricardo s'enfonça dans un canapé de cuir. La colère lui échappa, laissant derrière un froid et pesant effroi. Sophia avait raison. Sa rage était alimentée par un cocktail toxique d'orgueil blessé, de jalousie et, le plus terrifiant, une naissante sensation de sa propre obsolescence. Soler était le futur. Louis était le passé. L'alliance d'Isabelle avec lui se sentait comme une déclaration définitive sur sa propre pertinence. Son esprit conditionné durant des décennies à traiter chaque problème comme un défi d'affaires commença immédiatement à élaborer des stratégies. Il avait besoin d'informations. Il avait besoin d'influence. Il avait besoin de comprendre la dynamique de cette nouvelle réalité pour pouvoir trouver une manière de la briser. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé en des années. Il appartenait à un homme nommé Héctor Vargas, un enquêteur privé qui opérait dans les zones grises de la loi. Un spécialiste pour déterrer le type de saleté qui pouvait ruiner des réputations et abattre des empires. Vargas était cher, discret et complètement sans scrupules. « Vargas », répondit une voix rauque au second coup de sonnerie. « Je suis Montalban. » Il y eut une légère pause. « Ricardo, cela a fait longtemps. J'ai confiance que tu n'appelles pas pour rappeler de vieux temps. » « J'ai besoin d'informations, Hector, sur 2 personnes. Mon ex-épouse, Isabelle Montalban, bien qu'elle puisse utiliser son nom de jeune fille, Ramos, et un homme nommé Alejandro Soler. Soler Daura. » Vargas sonna intrigué. « Volant haut ces jours-ci. Que veux-tu savoir? »« Tout, » dit Ricardo. Sa voix un grognement bas. « Leur relation, comment ils se sont rencontrés? Combien de temps cela fait qu'ils se voinent? Leurs finances, leurs affaires, n'importe quelle vulnérabilité. Et-il, je veux savoir ce qu'elle a fait durant les 2 dernières années. Chaque détail. Je veux savoir qui sont ses amis, où elle va,
ce qu'elle fait. Je veux la connaître. Il voulait comprendre la femme qu'elle était devenue, la femme qui avait captivé un homme comme Soler. Il avait besoin de trouver le point faible dans son armure, la faiblesse qu'il puisse exploiter. C'est une immersion profonde, Ricardo. Ce sera cher. Le coût ne m'importe pas, dit Ricardo avec le regard fixé sur l'horizon de la ville. Je veux que ce soit fait, et je veux que ce soit fait en silence. Tu me connais, Ricardo? Silence est mon second prénom. Après avoir raccroché, Ricardo sentit qu'une pincée de son ancien contrôle revenait. Il agissait, prenant l'initiative. Mais alors qu'il regardait la ville étendue, une nouvelle pensée inquiétante commença à se former. Pourquoi Sole était intéressé par Isabelle? Un homme comme lui pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il voudrait. Mannequin, actrice, sociale. Pourquoi choisir une femme divorcée d'environ 40 ans? Une femme que le propre Ricardo avait considérée indigne. C'était possible qu'il y ait quelque chose de plus en cela qu'une simple romance. Est-ce que Soler était en train de l'utiliser d'une certaine manière? La pensée était à la fois répulsive et étrangement réconfortante. Si Isabelle était un pion dans un jeu plus grand, cela aurait du sens. Cela restaurerait l'ordre de son monde. Mais ensuite se glissa une autre pensée plus insidieuse. Et si Soler ne l'utilisait pas du tout? Et s'il voyait en Isabelle les mêmes choses que Ricardo avait passées outre ou méprisées, son intelligence, sa force tranquille, son intégrité, et si dans son arrogance aveugle, il avait jeté un diamant seulement pour le voir ramassé et poli par un œil plus perspicace. Le fil de sa vie bien ordonnée s'était rompu, et alors que Ricardo s'asseyait seul dans sa cage dorée, il pouvait sentir que toute la tapisserie commençait à se défaire. L'investigation sur Isabelle et Soler ne s'agissait plus seulement de recueillir de l'information. Il s'agissait de trouver une manière de recoudre son monde, même si cela signifiait déchirer le leur. Une semaine après, une enveloppe de papier manille sans adresse d'expéditeur arriva au bureau privé de Ricardo. À l'intérieur, il y avait une petite unité USB et une seule feuille de papier avec un message dactylographié. La première livraison, HB. Ricardo congédia sa secrétaire pour la journée, ferma la porte de son bureau et glissa l'unité dans son ordinateur portable. L'écran se remplit de fichiers, photos de surveillance, rapports financiers et un résumé détaillé de Héctor Vargas. Il cliqua sur le résumé, son cœur battant avec un mélange d'anticipation et d'effroi. Le rapport commença avec Isabelle. Après le divorce, elle ne s'était pas effondrée comme il espérait. Au lieu de cela, elle avait expérimenté une métamorphose tranquille et décidée. Elle avait vendu le domaine de Tolède, un mouvement qui surprit Ricardo. Lui l'avait vu comme sa cage dorée, son prix de consolation, mais elle l'avait clairement vu comme un lien avec un passé qu'elle voulait briser. Avec une partie de l'argent de l'accord, elle avait établi une fondation sans but lucratif, dédiée à fournir des bourses et tutorats pour de jeunes femmes défavorisées dans les champs STEM. Le rapport détaillait comment Isabelle avait supervisé personnellement chaque aspect de la création de la fondation, depuis la rédaction des statuts jusqu'à l'entretien de la première ronde de bénéficiaires de bourse. Elle avait profité de ses anciens contacts de sa carrière antérieure au mariage dans l'administration universitaire et avait construit rapidement une organisation petite mais respectée. Les photos que Vargas avait incluses n'étaient pas d'une femme solitaire et avec le cœur brisé. Elle montrait Isabelle dans des salles de conseil, dans des événements caritatifs, parlant sur un podium universitaire. Elle se voyait équilibrée, engagée et avec un but. La robe saphir dans le Phénix n'était pas une anomalie, c'était son nouvel uniforme. Ensuite vint la partie qu'il attendait réellement, sa connexion avec Alejandro Soler.
Ils ne s'étaient pas rencontrés dans un gala ou une fête de société. Ils s'étaient rencontrés dans une conférence de technologie où Isabelle avait été oratrice invitée, présentant sur l'importance de la diversité dans l'innovation technologique. Soler avait été dans l'audience. Selon les sources de Vargas, il avait été si immergé par son discours et le travail de sa fondation qu'il s'était approché d'elle après. Leur premier rendez-vous avait été un parcours par le bureau de sa fondation, suivi d'un dîner tranquille. Leur relation, écrivit Vargas, s'était développée lentement et organiquement durant les derniers 8 mois. Elle s'est construite sur une base de respect mutuel et d'intérêt partagé. Soler était un important donateur de sa fondation, mais sa participation était plus que seulement financière. Il s'est acquitté comme conseiller informel, la connectant avec des figures influentes dans le monde de la technologie et offrant du tutorat à ses étudiantes boursières. Ricardo sentit un goût aigre dans la bouche. Ceci n'était pas une affaire sordide ou un cynique jeu de pouvoir, c'était une société. Soler ne se sentait pas seulement attiré par le nouveau glamour d'Isabelle, il se feeling attiré par son esprit, sa passion, son but. Les mêmes qualités que Ricardo avait fini par trouver, si domestiques et peu excitantes, il dirigea son attention vers les fichiers de Soler. Les finances étaient comme espéré, astronomiques. Aura était un géant. Le prix de ses actions semblait défier la gravité, mais Vargas avait excavé au-delà des registres publics et dans les eaux plus troubles des affaires de Soler. Et là, il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Aura était dans les étapes finales d'une négociation secrète de haut risque pour acquérir une entreprise de robotique plus petite, mais incroyablement innovante, appelée Dynamica Cinetica. L'accord valait des milliards et solidifierait la dominance d'Aura dans l'espace de l'IA, la robotique, durant la prochaine décennie. Dynamica Cinetica possédait des brevets clés qui seraient révolutionnaires s'ils s'intégraient avec la plateforme d'IA d'Aura. L'acquisition était le projet passionné de Soler, la pierre angulaire de sa stratégie à long terme. Ricardo s'inclina en avant, ses yeux rétrécis. Il connaissait Dynamica Cinetica. De fait, une subsidiaire de propriété Montalban avait une participation significative, bien que non contrôlante, dans l'entreprise. C'était un investissement hérité auquel il n'avait pas prêté beaucoup d'attention dans les dernières années. Mais, maintenant, c'était une arme. Une idée froide et brillante commença à se former dans son esprit. Comme actionnaire principal, il pourrait potentiellement débarrasser l'acquisition. Il pourrait poser des objections, exiger un prix plus haut, réunir d'autres actionnaires et embourber l'accord dans un bourbier de complications légales et financières. Il pourrait faire la vie de Soler un enfer. Il pourrait le saigner, le distraire et peut-être même tuer l'accord complètement. Ce serait un coup dévastateur pour Aura et pour Soler personnellement. C'était la vengeance parfaite. Ce n'était pas une attaque directe à Isabelle, ce qui serait compliqué et pourrait mal sortir, le faisant paraître mesquin. Ceci était du business. C'était un mouvement sur le champ de bataille corporatif, un monde qu'il comprenait et dominait. Il frapperait Soler là où il était le plus vulnérable, son ambition, son héritage. Isabelle, comme associée de Soler, resterait attrapée dans le feu croisé. Son bonheur fraîchement découvert serait inextricablement lié à la fortune d'un homme auquel il était sur le point de mettre les genoux au sol. Le plan était audacieux, impitoyable et profondément satisfaisant. Il restaura son sens du contrôle, sa croyance en son propre pouvoir. Il n'était plus l'observateur passif et humilié dans le restaurant. Il était Ricardo Montalban, le marionnettiste, et il était sur le point de commencer
à tirer les fils. Il prit le téléphone et composa à son chef de stratégie corporative. « David, » dit sa voix dure comme l'acier, « je veux que tu sortes tout ce que nous avons sur une entreprise appelée Dynamica Cinetica. Je veux un dégroupage complet de nos droits d'actionnaires et une liste de tous les autres investisseurs principaux. Nous allons à la guerre. » La décision prit un sens de calme sur lui, mais alors qu'il regardait la photo d'Isabelle sur son écran, souriante, confiante, debout sur un podium, un éclat de doute lui piqua la conscience. La femme sur la photo était une étrangère pour lui, mais elle était aussi la mère de ses enfants, la femme qui une fois avait partagé ses rêves. Était-il réellement préparé à détruire son bonheur fraîchement découvert seulement pour calmer son ego blessé? Il rejeta la pensée. Ceci ne s'agissait plus de sentiments, il s'agissait de pouvoir. Dans son monde, il y avait des gagnants et des perdants, et Ricardo Montalban ne perdait jamais. Il ferma l'ordinateur portable, les visages d'Isabelle et Soler, temporairement occultés de la vue. Le jeu avait commencé et il était sûr qu'il venait de trouver son mouvement de échec et mat. La révélation de Soler ne fut pas une défaite, ce fut une opportunité, et il l'exploiterait avec les deux mains. L'échec et mat, la salle de conseil de propriété Montalban, était le sanctuaire de pouvoir de Ricardo, sa salle du trône moderne. C'était un espace méticuleusement conçu pour intimider. La table de 20 pieds de long, taillée dans une seule pièce de rare acajou brésilien, brillait sous une constellation de lumière encastrée, conçue sur mesure. Le mur de cristal derrière sa chaise n'offrait pas seulement une vue, il présentait la ville comme son domaine, une carte étendue de ses conquêtes. Avant que Alejandro Soler arrive, Ricardo parcourut la salle comme une panthère en cage, ajustant la position d'une carafe d'eau par 1 millimètre, s'assurant que le classeur de cuir devant sa chaise soit parfaitement aligné. Non seulement il se préparait pour une réunion, il préparait une scène pour une exécution. Son équipe légale lui avait assuré que sa position était solide. La motion pour bloquer la vente de Dynamica Cinetica à Aura était un chef-d'œuvre du jargon légal corporatif, pleine de négations plausibles et un raisonnement financier apparemment solide. C'était une déclaration de guerre déguisée en business prudent. Dans son esprit, le scénario était clair. Solir arriverait en colère et fanfaron. Ricardo resterait tranquille, impérieux. Un mur de pierre de procédure corporative. Il observerait le prodige technologique, l'homme qui lui avait volé son passé, se rendre compte lentement qu'il était hors de portée, emmêlé dans un jeu dont les règles furent écrites par le vieil argent et l'ambition impitoyable. Ricardo désirait ce moment de peur naissante dans les yeux de Soler. C'était une faim qui l'avait rongé durant 1 semaine. Quand sa secrétaire privée annonça l'arrivée de Soler, Ricardo respira profondément. Il s'assit sur sa chaise de cuir à dossier haut et entrelaça les doigts, l'image de l'autorité intouchable. Alejandro Soler entra seul dans la pièce. Il n'y avait pas de suite d'avocats ou d'aide. Il portait un costume gris sombre, simple et exquisément confectionné, un contraste marqué avec les rayures de pouvoir de Ricardo. Il portait un mince portfolio de cuir et se déplaçait avec une grâce sans presser, qui était une déclaration silencieuse de confiance en soi. Sa présence n'altéra pas la dynamique de pouvoir de la salle, il l'ignora simplement. Ce n'était pas un suppliant entrant dans la cour d'un roi, c'était un égal. Il marcha jusqu'à l'extrémité opposée de la longue table et s'arrêta un moment, son regard parcourant la vue panoramique avant de se tourner vers Ricardo. Une vue impressionnante, commença Soler, sa voix tranquille et résonnante, remplissant facilement le caverneux espace. L'usage de son prénom fut une parade subtile,
mais effective, à l'intimidation intentionnée de la salle. Il est facile de se sentir comme un dieu depuis ici haut, mais il faut faire attention. Les hauteurs peuvent te faire oublier ce qui se passe au sol. Ricardo se hérissa devant la voilée condescendance. Je suis un homme occupé, Soler. J'apprécie le commentaire architectural, mais mon temps est précieux. Je suppose que tu es ici pour Dynamica Cinetica. C'est ainsi, répondit Soler prenant siège. Il n'attendit pas d'être invité. Ta motion pour bloquer l'acquisition est créative. Beaucoup de jargon légal impressionnant pour dire que tu veux causer des problèmes. J'ai un devoir fiduciaire avec les actionnaires de mon entreprise, récita Ricardo, les mots se sentant vides, même pour lui. Ton offre pour Cinetica, bien que superficiellement attractive, sous-évalue le portfolio de brevets à long terme de l'entreprise. Je crois qu'un processus de soumission plus compétitif produirait un plus grand rendement pour tous. C'est seulement du business. Soler rencontra son regard, un sourire faible, presque imperceptible, sur ses lèvres. Ne nous insultons pas l'intelligence, Ricardo. Ceci n'est pas pour le business, et nous le savons tous les deux. Tu as eu cette participation non contrôlante dans Cinetica durant 12 ans, et tu n'as assisté à aucune réunion d'actionnaires. Tes propres analystes ont recommandé de désinvestir il y a 2 ans. Ta soudaine et passionnée préoccupation pour leur portfolio de brevets est apparue exactement 48 heures après que je me sois vu dîner avec Isabelle. La franchise de l'attaque fut déconcertante. Ricardo avait espéré une danse, une série de feintes et de parades. Soler avait simplement marché au centre du ring et avait lancé un coup. « Ceci n'a rien à voir avec mon ex-épouse », lança Ricard. Sa voix un grognement bas, et je te conseillerais de la laisser hors de cette conversation. « Je ne peux pas », dit Soler, sa voix perdant sa légèreté et acquérant la dureté de l'acier forgé, parce qu'elle est la raison de toute cette conversation. Tu l'as vue heureuse, tu l'as vue puissante, et tu n'as pas pu le supporter. Tu ne pouvais pas l'attaquer directement. Cela paraîtrait mesquin même pour toi. Ainsi tu es venu pour moi utilisant tes actions dans Cinetica comme une matraque. Tu es disposé à saboter un accord multimilliardaire qui est crucial pour le futur de la technologie. Un accord qui, ironiquement, augmenterait significativement la valeur de ton propre investissement. Tout pour calmer ton pathétique ego blessé. Chaque mot était un dard parfaitement dirigé qui perçait l'armure d'auto-importance soigneusement construite de Ricardo. « Tu es arrogant et présomptueux », cracha Ricardo, son visage rougi. « Tu entres dans ma ville, dans mon monde, et tu crois que tu me comprends. Crois-tu que tu comprends la femme avec qui j'ai été marié durant 25 ans? » « Non, » concéda Soler, s'inclinant vers l'avant. « Je ne prétends pas comprendre l'homme que tu es, mais j'ai passé les derniers 8 mois à connaître la femme que tu as écartée. Je sais qu'elle est brillante, je sais qu'elle est résiliente, et je sais qu'elle est une meilleure stratège que toi. Tu l'as sous-estimée alors, et tu es en train de commettre la grave erreur de la sous-estimer maintenant. Vois-tu, crois-tu que ceci est ton jeu? Ta table, signala l'extension d'acajou entre eux. Tu es trompé. Tu as été en train de jouer son jeu depuis le moment où tu es entré dans ce restaurant. Il étendit la main vers sa mallette, sortit le mince portfolio de cuir et le glissa avec une délibérée lenteur par la vaste surface polie. Il s'arrêta directement devant Ricardo. « Avant que tu ne détonnes cette grenade que tu as construite, j'ai pensé que tu devrais voir le rayon de l'explosion. J'ai pensé que tu devrais voir le tableau. » Avec des mains tremblantes, Ricardo ouvrit le portfolio. La page du titre disait « Le Centre Ramos pour l'innovation, une proposition pour le développement des terrains de l'Ouest. » Son sang se glaça.
les terrains de l'Ouest, l'étendue parcelle de 16 acres post-industriels qui allait être son œuvre maîtresse, son projet de legs. Il avait dépensé des millions en lobbyistes, architectes et accords à porte fermée en essayant de le sécuriser. Le processus de soumission avait été secret, brutal, et il avait été sûr que son offre finale, présentée le mois dernier, était imbattable. Il passa les pages, son horreur augmentant avec chacune. Il vit des représentations architecturales d'un impressionnant campus de dernière génération, un mélange harmonieux de verre, d'acier et d'espace vert. Il vit une proposition de business détaillée qui était rien moins que visionnaire. Ce n'était pas seulement une autre tour de cristal sans âme de condominium de luxe. C'était un écosystème symbiotique, une association entre la fondation sans but lucratif de Isabelle et une incubatrice de technologie commerciale. Le plan promettait des milliers d'emplois bien payés, des associations éducatives avec des universités de la ville et des espaces communautaires publics. C'était le rêve d'un développeur et la fantaisie d'un politicien. « Comment ?» chuchota-t-il finalement regardant Soler, son esprit donnant des tours. La soumission était scellée. Mon offre fut immense. « Ton offre était à propos d'argent, » expliqua Soler, sa voix patiente comme celle d'un maître expliquant un problème complexe à un étudiant lent. L'offre de Isabelle était à propos de valeur. Elle savait que tu voulais cette terre. Elle t'a écouté en parler durant une décennie. Elle savait que ton plan était de construire un autre monument à toi-même, une autre enclave stérile pour l'élite globale. Ainsi, elle a passé un an travaillant en silence sur une idée meilleure. Il détailla la stratégie avec une précision chirurgicale. Isabelle avait profité de la réputation stellaire de sa fondation et de ses propres contacts académiques. Elle s'était réunie personnellement avec les conseils communautaires, écoutant leurs préoccupations. Elle avait courtisé les membres du conseil municipal que Ricardo avait tenté d'intimider. Elle leur présenta non une pile d'argent, mais une vision pour le futur de la ville, un futur d'innovation, pas seulement des biens immobiliers vides. Le maire appela sa proposition le projet de développement urbain le plus excitant du siècle. Pendant que tu te concentrais sur tes acquisitions hostiles et tes copines trophées, Isabelle était en train de changer la ville, continua Soler, retournant le couteau. Les droits de développement pour les terrains de l'Ouest furent octroyés à la Fondation Ramos il y a 2 semaines. L'annonce est pendante. Ricardo sentit que l'air abandonnait ses poumons. Il avait été si absorbé dans son mesquin acte de vengeance contre Soler qu'il avait raté l'événement principal. Il avait été en train de poser un piège pour un lapin oublieux du fait qu'une meute de loups l'entourait. « Et ici est le coup, maître Ricardo, » dit Soler, s'inclinant pour le coup final et fatal. « Lequel crois-tu qu'est le locataire ancre pour l'aile commerciale du centre Ramos? L'entreprise emblématique qui attirera d'autres innovateurs et validera tout le projet. » Il fit une pause, laissant le silence s'étendre. « C'est Dynamica Cinetica. Son laboratoire principal de robotique occupera les 3 bâtiments centraux. Tout le modèle financier du centre Ramos, toute la vision d'Isabelle se base sur le fait que mon acquisition de Cinetica ait du succès. L'accord est symbiotique. Les 2 projets sont inextricablement liés. » La trappe était posée. Le génie de cela était impressionnant dans sa cruauté. S'il continuait son attaque à l'acquisition de Soler, il ne serait pas seulement un assaillant corporatif amer, il serait l'homme qui personnellement, publiquement et malicieusement a détruit le travail de toute la vie de son ex-épouse, la mère de ses enfants. Il serait en train de torpiller un projet aimé par la ville, confirmant chaque caricature de lui comme un dinosaure avide et destructeur.
non seulement il perdrait le deal, il perdrait tout. Sa réputation publique, le peu de respect que ses enfants lui portaient, tout son legs. Il était en échec, émat total et complètement. Il regarda les documents, l'élégant bâtiment qui portait le nom de Ramos, un nom qu'elle avait récupéré, un nom maintenant synonyme de vision et de progrès. « Que veux-tu » demanda Ricardo, sa voix un son sec et âpre qu'il reconnaissait à peine. La bravoure, la colère, l'arrogance. Tout s'était évaporé, laissant seulement la froide et crue réalité de sa défaite. « C'est simple » dit Soler, sa voix maintenant dépourvue de n'importe quelle malice. Maintenant, seulement le calme de la victoire absolue. Tu appelleras tes avocats et retireras la motion contre l'acquisition de Cinetica inconditionnellement. Ensuite, tu t'en iras. Les terrains de l'Ouest ne sont plus ton problème. Le centre Ramos n'est plus ton problème, et Isabelle n'est plus ton problème. Ricardo resta immobile durant ce qui sembla une éternité. Les lumières de la ville commencèrent à briller dans le crépuscule hors de sa fenêtre. Déjà non des symboles de son royaume, mais de petits yeux moqueurs. Il pensa à Isabelle, non à la femme souris dont il se rappelait, mais à la force de la nature qui l'avait surpassée à chaque étape. Il avait tenté de l'enfermer dans une boîte, et elle avait répondu en redessinant tout l'horizon de la ville. Finalement, avec une exhalaison lente et écrasante, il hocha la tête avec un seul, presque imperceptible acquiescement. Bien, le mot fut l'épitaphe de son règne. Soler se mit debout. Son objectif atteint. Il recueillit son portfolio, ses mouvements nets et efficients. Il marcha vers la porte, mais s'arrêta avec la main sur le bouton, se retournant pour affronter l'homme détruit au front de la table. « Sais-tu, Ricardo, dans tout le temps que je connais Isabelle, je ne l'ai jamais entendu parler mal de toi, » dit-il. Sa voix s'adoucit avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Elle parle de vos premières années, de l'ambition qu'elle admirait une fois. Elle dit que tu lui as donné 2 enfants merveilleux, Elena et Javier, et qu'ils sont la meilleure partie de vous deux. Eux, d'ailleurs, sont dans le conseil directif junior de la Fondation. Ils sont immensément fiers de ce que leur mère est en train de construire. Il laissa ce dernier détail faire son effet. Elle a trouvé son propre but. Ricardo, je te suggère sincèrement que tu tentes d'en trouver un pour toi. La porte se ferma avec un clic, le son résonnant dans la caverneuse et silencieuse salle de conseil. Ricardo resta immobile sur sa chaise, une figure solitaire rapetissée par les symboles de son propre empire vide. La ville brillait indifférente. Il avait cherché à orchestrer un drame de pouvoir et de vengeance. Mais, à la place, il avait été choisi comme le fou, tragique et obsolète dans une histoire de renaissance et de triomphe. Il était Ricardo Montalban, l'homme qui avait tout et ne s'était jamais senti si pauvre. Un final avec du sens. Les conséquences de ce jour-là dans la salle de conseil ne furent pas bruyantes, mais elles furent sismiques. Ricardo, humilié et détruit, retira son opposition à l'accord de Dinamica Cinetica. L'acquisition se fit et l'annonce du Centre Ramos pour l'innovation fut reçue avec acclamation dans toute la ville. Isabelle, déjà plus un fantôme du passé, devint une figure célébrée, une philanthrope et visionnaire par droit propre. Le nom de Ricardo ne se connecta jamais publiquement avec la faillie offre de terrain. Sa défaite fut une humiliation privée et profondément personnelle. Lui et Sophia se séparèrent, l'illusion de sa vie glamour détruite sans réparation. Il resta dans son penthouse, un roi dans un royaume de un, obligé de voir la femme qu'il avait écartée construire un monde nouveau sans lui.
Il avait cherché une confrontation dramatique, une manière de récupérer son pouvoir, mais il découvrit que le vrai pouvoir ne s'agit pas de contrôle, mais de création. Isabelle et Alejandro n'ont pas seulement gagné, ils ont construit quelque chose de meilleur. Que se passe-t-il quand un homme qui a tout se rend compte qu'il n'a rien de valeur? Cette histoire est un aperçu à ce brutal réveil. Si cette histoire d'amour, perte et la vengeance définitive d'une vie vécue t'a captivé, assure-toi de donner un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un à qui plaise une bonne histoire et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle qui te maintiendront au bord de ton siège. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune mise à jour. Que crois-tu que devrait faire Ricardo ensuite? Laisse-nous ton opinion dans les commentaires. J'espère que cette version remplit toutes tes attentes et résonne avec ton audience. Fais-moi savoir si tu as besoin d'un quelconque ajustement.